pas de mise en scène pour ce livre, parce que c'est ma plus grosse déception de la sélection du PLIB, pour ne pas dire que c'est ma plus grosse déception de l'année à l'heure actuelle. Je le dis maintenant, mais je vais être un tout petit peu vénère avec ce livre, parce que ce livre, j'avais vraiment envie de l'aimer. Vraiment, j'avais très envie de l'aimer, mais le fait est que c'est ma plus grosse déception de l'année, mais si vous avez aimé La Faucheuse, tant mieux pour vous. Comme je l'ai déjà dit, je préfère parler en bien d'un livre que d'en parler en mal, mais j'ai besoin d'être honnête avec mes lectures et être honnête sur ma chaîne YouTube. Je ne remets absolument pas en cause vos goûts, mais je vais vous expliquer pourquoi moi je ne l'ai pas aimé, mais je n'agresse absolument pas les personnes qui l'ont aimé, c'est juste que je suis en colère contre ce livre, mais seulement contre ce livre. Si vous l'avez aimé, tant mieux, il vaut mieux ça, parce que c'est un livre qui a du potentiel. Dans La Faucheuse, vous allez être transporté dans un univers futuriste où les humains ne meurent absolument plus. Il n'y a plus de maladies, les accidents graves, ce n'est qu'un petit tracas sans importance. Il n'y a plus moyen de mourir définitivement de nous-mêmes, en tout cas, plus de suicide, plus voilà. Le problème, c'est qu'évidemment, il risque d'y avoir un souci de surpopulation mondiale. Puis a été mis en place du coup la communauté des faucheurs qui est capable, eux, de tuer définitivement quelqu'un en utilisant le terme de glaner, c'est-à-dire qu'ils peuvent te voir un jour toquer à ta porte et te dire que bah tu es glané et que tu as 5 minutes pour histoire de te faire à l'idée et après tu meurs définitivement. Vous allez suivre dans cette histoire Maître Faraday qui est un faucheur depuis des décennies, qui est plutôt de la vieille école, et il va décider de prendre 2 apprentis, ce qui est pas commun pour un faucheur puisqu'en général ils prennent un apprenti. Lui, Maître Faraday, va décider de prendre 2 apprentis, Citra et Rowan, qui sont des jeunes d'environ 16 ans qui n'avaient absolument pas envie de devenir faucheurs, et du coup on va suivre dans ce tome 1 leur évolution pour devenir faucheurs et leur apprentissage auprès de Maître Faraday. Ça s'annonçait bien, hein. Ça s'annonçait bien, mais au final avec moi ça ne l'a pas fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais passer sur les points positifs d'abord, puisque vous allez très vite comprendre qu'il y a beaucoup moins de points positifs que de points négatifs. Parce que les points négatifs, j'ai besoin d'en parler un peu plus. Le point positif, évidemment, je vais rejoindre tout le monde en disant que c'est l'univers. Le fait que les humains ne meurent plus, je trouve que c'est une bonne idée de base. C'est une bonne introduction en fait pour remettre en question un peu le sens de la vie. Est-ce que la vie vaut vraiment le coup s'il n'y a plus d'échéance? Puisque même quand on est très vieux, on a la possibilité de revenir à nos 20 ans. Donc voilà, est-ce qu'il y a réellement un sens à sa vie quand on sait qu'on ne risque plus de mourir en fait? Sauf à part avec le glénage, mais tu peux très bien vivre 200 ans sans qu'un faucheur ne vienne te chercher. Voilà, j'ai trouvé que l'univers, que le fait que les humains ne meurent plus, les différences aussi entre les faucheurs, c'était assez intéressant. Les différentes manières de glaner aussi, puisque chaque faucheur a sa propre philosophie du glanage, donc chacun fait un peu comme il veut. Ils ont seulement des quotas à respecter pour éviter qu'il y en ait un qui tue 1 million de personnes pendant une année et qu'un autre n'en tue que 2. Donc il y a quand même des quotas à respecter, mais sinon c'est un peu au bon vouloir du faucheur. Et le point positif va doucement se transformer en point négatif, puisque j'ai trouvé que l'univers n'était pas assez poussé. J'ai du mal à considérer qu'un univers où les humains ne meurent plus soit dans un univers que l'on connaît. Je m'explique. Dans un univers où l'intelligence artificielle est hyper développée. Dans les codes de la SF, quand l'intelligence artificielle est assez développée, on a quand même une technologie quotidienne qui est assez développée. Donc, je sais pas moi, des télévisions incrustées dans les murs, on a des voitures qui n'ont plus de roues. Enfin, pour moi, dans l'univers de la SF, quand il y a un élément ultra développé, c'est dans un univers assez développé aussi. Je vais faire le parallèle rapide avec, alors excusez mon accent français, Altered Carbon, qui est une série Netflix que j'ai regardée, que je regardais quand la saison 1 est sortie, et j'ai trouvé que le principe était le même, c'est-à-dire que les humains ne meurent plus puisque leur conscience est incrustée dans une puce électronique qui est incrustée dans leur nuque, et du coup le corps n'est considéré que comme une enveloppe corporelle. En fait, il n'y a aucune conséquence au fait qu'on se fasse arracher un bras, parce que à partir du moment où on a la puce qui est intacte, on peut changer d'enveloppe corporelle comme on veut. Et on est dans un univers un peu space opéra où il y a des planètes qui ont été colonisées, où il y a des intelligences artificielles qui gèrent des hôtels, ou qui gèrent aussi un univers artificiel. Enfin,
Voilà, c'est un univers ultra poussé et j'ai trouvé que l'univers de la faucheuse n'était pas assez poussé à ce niveau-là, ou en tout cas ce n'était pas assez exploité. Je vais faire un parallèle avec le premier tome des Chroniques lunaires qui est Cinder, où j'ai trouvé que l'univers était un peu plus développé, même si les descriptions étaient très vite faites. L'univers était quand même assez développé puisqu'il y avait tout un pan technologique qui était assez poussé. Dans la faucheuse, il y a une intelligence artificielle qui règne sur le monde entier, et j'ai eu l'impression que les voitures c'était exactement les mêmes qu'on a à l'heure actuelle, que les bâtiments c'était les mêmes, qu'on retrouvait... Voilà, j'ai trouvé que l'auteur avait le cul entre deux chaises, en fait, que l'univers était poussé dans le sens où, voilà, il y avait une technologie qui fait que les humains ne meurent plus, mais d'un autre côté, on est dans un univers quand même très proche du nôtre, donc je trouve qu'il aurait pu pousser un peu plus le truc, non pas en allant coloniser des planètes comme dans Altered Carbon, là c'est vraiment très poussé, en admettant par exemple que les téléphones soient dans une technologie encore plus puissante, etc. etc. Parce que j'ai eu l'impression que j'ai juste eu l'impression que Internet était encore plus poussé qu'à l'heure actuelle, mais que ce n'était que Internet quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Le deuxième point négatif va être assez rapide aussi à développer puisque j'ai trouvé que le style n'était pas fluide. Alors, je ne sais pas si c'est la traduction ou si c'est le style original de l'auteur. Je n'ai pas trouvé ce style fluide dans le sens où des fois j'étais obligée de revenir en arrière pour retrouver le déroulé de l'action, et moi quand je suis obligée de retourner en arrière, pour moi c'est un gros point négatif parce que pour moi une œuvre doit être très fluide, une œuvre pourrait être lue d'une traite. Mais vu que moi je n'ai pas pu le lire d'une traite et que des fois j'ai été obligée de revenir une voire deux pages en arrière, j'ai eu du mal. Et enfin, on va passer au point négatif qui m'a le plus agacé en fait. Vous avez pu voir dans ma vidéo avis sur l'Eben's Tunnel que pour moi c'est hyper important que l'univers soit développé, donc là on va dire qu'il est développé, mais qu'il faut que je réussisse à m'attacher aux personnages et que les personnages soient assez travaillés pour que j'ai envie de les suivre. Les personnages, ça a totalement foiré pour moi. J'ai trouvé que les personnages n'étaient pas suffisamment exploités. Je veux bien qu'à tome 1, dans l'univers des trilogies, je veux bien que le tome 1 soit considéré comme un tome d'introduction, mais il faut des personnages profonds, il faut des personnages qui aient de la profondeur, il ne faut pas des personnages juste parce qu'il faut des personnages. Alors attention, il va certainement y avoir des petites parties spoil, donc si jamais vous n'avez pas lu La Faucheuse, faites attention, hein, parce que je risque de spoiler, et vu que les personnages, c'est ceux qu'on suit et puis qu'ils ont un lien avec ce qui se passe dans le tome 1, je risque de salement spoiler, donc faites attention. Si jamais vous n'avez pas lu La Faucheuse et que vous avez quand même envie de le lire, arrêtez peut-être cette vidéo ici, et pour les membres du jury ou pour les personnes qui ont lu La Faucheuse, je vous laisse découvrir mon avis sur les personnages. Alors, on va commencer par les deux personnages principaux, Citra et Rohan. Citra aurait pu être intéressante. Elle avait un élément dans son passé qui faisait qu'elle aurait pu être intéressante si il avait un tant soit peu été développé. Ça a été un élément suffisamment important pour qu'elle s'en souvienne des années plus tard, alors que ce genre d'élément, normalement dans cette société, elle aurait pu totalement l'oublier. Je parle du jour où elle a bousculé une camarade d'école pour qu'elle se fasse écraser par une voiture. Cet élément déjà apparaît au milieu du bouquin, alors qu'il n'est absolument pas fait mention dans le premier tiers du bouquin, il n'en est absolument pas fait mention. Et ensuite, cet élément, elle va tout simplement voir sa camarade de classe en lui disant « Je suis désolée, si jamais tu veux te venger, tu peux ». La camarade de classe lui dit « Non, c'est bon, je suis passée à autre chose ». Et Citra passe à autre chose aussi. Mais ça se passe en 5 pages, même pas, en 2 pages ça se passe. Pour un élément à quoi elle fait référence des années plus tard, je trouve pas qu'il y ait eu un gros traumatisme là-dessus. Et pourtant ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu pousser un peu plus la réflexion de la mort. Pourquoi est-ce qu'elle s'en veut alors que la nana, elle va peut-être passer un mauvais moment pendant les centres de résurrection, mais en soi, il n'y a pas d'élément qui nous fait dire c'est hyper important de le souligner. J'ai eu l'impression que c'était simplement pour lui rajouter une petite couche et puis après c'est très vite oublié. Et ne parlons pas de sa personnalité qui pour moi ressemble énormément à Katniss Everdeen. Tête brûlée, impulsive, la nana qui ne réfléchit pas avant d'agir. Pour moi c'est totalement Katniss Everdeen. Et en plus, on en parle du fait qu'elle ne veut pas devenir faucheuse, mais qu'au final, vu que c'est une compétition avec Rohan, en fait elle a envie de gagner cette compétition, et du coup...
bah elle veut quand même devenir être faucheuse même si elle n'a pas envie. Si c'est juste ça qui l'a fait tenir et qui l'a fait rester en tant que faucheuse, en tant qu'apprentie faucheuse, je trouve ça totalement stupide. Et ça pour tous les personnages tête brûlée, hein, que ce soit Katniss Everdeen ou quoi, je trouve que les personnages tête brûlée, et surtout Citra qui a une réflexion comme ça, je trouve ça d'une stupidité infernale et ça me donne juste envie de lui foutre des baffes. Et il y a des personnages à qui j'ai envie de foutre des baffes mais que j'ai envie de suivre. Citra, je n'ai absolument pas envie de la suivre, parce qu'elle m'énerve. On va passer à Rowan qui est le Pita, hein, qui est Pita dans Hunger Games. Rowan aurait pu être aussi un personnage intéressant, surtout parce qu'il lui arrive, mais d'être rattaché au faucheur méchant, ça aurait pu lui donner une évolution et un développement intéressant. Mais là pareil, c'est tout simplement survolé. D'une page à l'autre, il passe d'un gentil petit agneau qui n'a pas envie de tuer personne à un tueur sanguinaire, et la page suivante il est là « Oh mais là, mais j'ai pas envie d'être méchant et blablabla, patati patata ». Ça aurait pu être intéressant, mais ça aurait dû être beaucoup plus développé que ça. C'est justement ce genre de personnage que j'adore suivre, le genre de personnage qui est tiraillé entre ses pulsions et entre son côté gentil. J'adore suivre ce genre de personnage. Mais pour Rowan, c'est totalement survolé. Le développement n'est pas suffisamment appuyé pour que je puisse me sentir attachée à ce personnage et que je puisse sentir le tiraillement qu'il ressent. Et pour terminer avec Citra et Rowan, leur romance est totalement superflue. Heureusement qu'elle est au second plan, mais pour moi, il n'y a aucune alchimie. Il n'y a aucune alchimie entre ces deux personnages. Si encore les sentiments étaient développés, oui, ça aurait pu être crédible, comme avec Katniss et Pita. Leur développement aurait été hyper intéressant. Mais, dans ce roman, il y a deux passages vraiment forts où ils montrent leurs sentiments l'un pour l'autre, et sinon, il n'y a que Rowan qui montre un réel intérêt, une petite attirance physique pour Citra. Citra, elle n'en a rien à carrer de ce mec. Elle a juste envie de le battre parce que madame est une compétitrice dans l'âme. Et quand je parle des deux moments romance, là pareil, ça sort de nulle part. Ça vient comme un cheveu sur la soupe en mode il faut mettre de la romance, donc je mets un bisou et un je t'aime au premier tiers et à la fin du bouquin. Comme ça, les gens, ils sont contents. Mais sinon, il n'y a aucune alchimie qui se dégage de ces personnages. Il n'y a pas ce sentiment que si ils étaient séparés, ça changerait leur vie du tout au tout. Ou alors que si l'autre ressent quelque chose ou qu'il lui arrive quelque chose, bah l'autre ne s'en remettrait pas. C'est à peine si Citra pense à Rowan quand elle est avec le méchant. Cette fille n'en a rien à carrer de Rowan. Il y a juste lui qui est un peu en mode chou-fleur, un peu en mode cœur d'artichaut, qui est en mode cette fille elle est plutôt jolie, elle m'attire. Elle en a clairement rien à carrer. Et il n'y a aucune alchimie qui se dégage de ces personnages. Donc cette romance, pour moi, est totalement sortie de nulle part, et l'auteur a juste mis cette romance parce qu'il faut une romance dans le young adulte. Non, il n'y a pas besoin d'une romance dans le young adulte. C'est un code dans le young adulte. Certes, ça peut apporter un intérêt pour les lecteurs, mais il faut que ce soit bien construit. Il faut pas que ça vienne de nulle part. Là, j'ai eu l'impression que ça venait de nulle part, puisque ces deux personnages ne sont pas faits pour être ensemble. Vraiment, les personnages sont tellement peu développés qu'il n'y a pas vraiment de réel intérêt à les suivre pour moi. Le seul personnage qui trouvait grâce à mon cœur, c'est Maître Faraday. Et on sait qu'il disparaît au premier tiers du bouquin. Là non plus, j'ai pas compris. Autant qu'on le fasse mourir définitivement. Ok. Mais là, le fait qu'il disparaisse intentionnellement, en se disant que, de toute façon, si lui meurt, les deux autres sont libérés de leur apprentissage de faucheur, ok. Mais mec, t'es faucheur depuis combien de temps? Comment tu as pu te dire qu'ils auraient pu être libérés de leur apprentissage et que aucun faucheur ne viendrait les réclamer? Parce que c'est ce qui se passe en fait. Quand il disparaît, il y a deux faucheurs qui viennent récupérer Citra et Rowan. Comment tu le fais exprès? Et j'ai de plus en plus de mal avec cet aspect de l'intrigue de faire croire qu'un personnage est mort pour le faire revenir à la fin en fait. Parce que au final ça a servi à rien. Surtout dans ce contexte-là, Maître Faraday s'est fait passer pour mort alors qu'en fait ça a servi à rien puisque ça n'a pas libéré Citra et Rowan de leur obligation d'apprenti. J'ai trouvé ça d'une stupidité et ça m'a vraiment... Mon intérêt pour Maître Faraday est totalement descendu à ce moment-là parce que je me suis dit mais attends, le mec est faucheur depuis des décennies et il s'est pas dit que si le maître faucheur des apprentis meurt ou disparaît, les autres faucheurs peuvent le récupérer.
C'est quoi cette connerie? Là vraiment j'ai pas compris la réflexion de Maître Faraday. Enfin si, j'ai compris l'intérêt puisque c'est de mettre Rowan avec le méchant et de mettre Citra avec une faucheuse encore plus convaincue que Maître Faraday. Ok, mais pourquoi est-ce que tu l'as pas fait mourir en fait? Parce que même à la fin il sert à rien. Si, à venir récupérer Rowan avec sa bagnole. Super. Donc des personnages principaux et des personnages gentils peu développés et totalement cons alors qu'ils sont faucheurs depuis des décennies, je me suis dit il y a peut-être un intérêt pour le méchant. Et vous voyez à ma tête qu'il n'y en a aucun. Que dire sur Maître Godard alors que c'est un type qui se fait passer pour méchant, qui se croit trop borderline, alors que le mec passe sa vie juste à faire la fête, à tuer des gens et à se croire plus fort que tout le monde et ouais non en fait il sert à rien. En fait je pense que sa scène d'introduction aurait eu plus d'impact si on nous avait expliqué que c'était mal vu chez les faucheurs de glaner plusieurs centaines de personnes à la fois. Mais pour moi, je suis désolée, quand des faucheurs vont dans un avion, je me suis dit, bah ok, c'est legit, parce qu'il y a des avions qui se crashent. Moi, j'ai trouvé ça legit. Alors l'auteur a essayé de faire passer ça en mode, ils y vont avec des machettes, ils y vont en mode, il leur tranche la gorge, etc., etc. Ouais, ok. Ok. Ça ne les fait pas passer plus sanguinaires pour autant, hein. Et là, pareil, on rejoint ce que je disais auparavant, c'est que les personnages sont pas assez développés. Et pour moi, Maître Godard, c'était juste un type un peu bling-bling, qui veut essayer de faire sa révolution parce qu'il en a envie. Pour moi, je ne l'ai pas trouvé crédible dans son rôle de méchant parce que, pour moi, il est pas crédible. Alors que dans un autre livre qui est aussi finaliste, et même dans deux autres en fait, hein, les méchants sont vraiment une menace. Ils sont considérés comme des menaces. Maître Godard, je n'ai pas réussi à le considérer comme étant une menace parce que je ne l'ai pas trouvé menaçant. Voilà. Ok, il arrive à endoctriner des personnes. Ok, il est assez malin pour se mettre des plans dans la tête en mode « Ah, mais il y a des gens qui m'accusent de ça, mais il n'y a rien qui fait que je n'ai pas le droit de le faire ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. » Enfin, ces espèces de mise en scène pendant les réunions des faucheurs, j'ai trouvé ça totalement stupide parce que je me suis dit « Mais mec, pourquoi tu te prends la tête? Tu l'as fait une fois, c'est bon, tu peux ne pas le faire à chaque fois, parce que là tu te mets juste en scène, tu fais juste ton petit spectacle, et c'est tout. Je l'ai vu comme un one-man show, ce mec, et je ne l'ai pas trouvé crédible. Quand je le voyais, je n'avais pas l'impression que c'était un mec sanguinaire. Évidemment, il fait des actes sanguinaires. Ok, il enlève les trucs qui justement atténuent la douleur et réparent le corps de Rohan pour qu'il puisse vraiment réveiller ses pulsions sanguinaires. Ok. Mais à part ça, après il fait des partouzes. Ou il se lève un matin, il se dit tiens, si on allait glaner des gens. Je n'arrive pas à ressentir un potentiel sanguinaire et un potentiel violent, un potentiel menaçant avec un personnage pareil. Alors que dans les deux autres livres, c'était réellement une menace. Tu sentais que le personnage principal, il le considérait comme une menace et comme quelqu'un pour qui il fallait se méfier. Maître Godard, bah oui, il faut s'en méfier parce que c'est le méchant. Et encore un méchant pas crédible. En fait, ce personnage, je ne l'ai pas craint parce que son charisme malsain, en fait, ne m'a pas touché. Parce que je n'avais pas l'impression que ce mec avait réellement une emprise sur les autres faucheurs et sur les autres personnes qu'il croise. Il fait juste son petit show en mode je le fais parce que je suis stratégique, mais à part ça, il n'y a pas un charisme malsain qui s'est dégagé de ce mec. Pour moi, en tout cas. Alors que dans les deux autres lectures, les méchants, je les ai réellement craints parce que j'ai senti une réelle emprise sur les personnes qui étaient autour d'elle. Et qu'ils étaient aussi cinglés. Là, Maître Godard avait tout pour être pareil que ces méchants-là, mais il n'était pas assez développé, sa folie n'était pas assez développée, et puis il meurt à la fin du tome 1, donc bon. En fait voilà, ce personnage, je le vois comme un gamin capricieux bling-bling qui veut juste faire son show et qui veut juste faire son rebelle parce que c'est classe d'être un rebelle. C'est tout. En fait, il n'y a aucun réel personnage qui m'est vraiment transporté dans ce roman puisque ils sont pas assez développés à mon goût. Alors l'auteur aurait dû, je sais pas combien de pages il fait, mais il aurait dû faire beaucoup plus, il aurait dû écrire beaucoup plus de pages. Voilà, il fait un peu moins de 500 pages. Il aurait dû en faire un plus gros tome pour développer son univers, pour développer ses personnages. Et là, j'aurais pu réellement apprécier cette lecture. Bon. Je pense que je vais m'arrêter là, les messages que j'ai voulu faire passer sont passés. Donc vous comprendrez bien que je ne lirai pas la suite. J'irai peut-être demander à Maud de
de me raconter le tome 2 puisque voilà, je sais qu'elle va le lire et voilà. Mais à part ça, non, ce n'est pas un livre que j'ai envie de continuer puisque ce sont des personnages que je n'ai pas envie de suivre. L'univers avait du potentiel mais pas assez poussé à mon goût. Mais moi je n'irai pas la suite, ça c'est sûr.